Alors, je voulais savoir, qu'est-ce qui a fait que Poutine a décidé d'entrer dans le jeu et pourquoi il n'entrait pas avant ça? Mais écoutez, parce que avant ça, le gouvernement de Damas n'était pas directement menacé. Poutine avait réussi simplement par la diplomatie à empêcher les bombardements, à empêcher des résolutions de l'ONU et à empêcher surtout ce qu'on appelle la fameuse no-fly zone, c'est-à-dire que les Turcs et les Jordaniens, en liaison avec les Saoudiens, appuyés par la diplomatie française, britannique et américaine, voulaient établir une zone d'interdiction aérienne sur une partie de la Syrie. Interdiction aérienne, évidemment, qui ne se serait appliquée qu'à l'armée de l'air syrienne, puisque tout le monde sait que ni Daesh ni le Front al-Nosra n'ont de forces armées aériennes. À partir de ce moment-là, Damas aurait perdu un de ses éléments de puissance qui lui a permis de contenir l'invasion djihadiste pilotée par les Occidentaux. À partir du moment où la Russie a vu ça, a vu une menace directe, Poutine a décidé d'intervenir. Il y a un autre facteur qu'il faut comprendre dedans, c'est que le maintien au pouvoir du gouvernement actuel en Syrie et le maintien de la grande base syrienne de Tartous près de Latakia en Syrie également, ce sont des choses qui sont vitales pour la Russie. La différence entre les Occidentaux en Syrie et la Russie en Syrie, c'est que la Russie ne peut pas perdre. Parce que la présence de la Russie en Syrie et d'un gouvernement ami, c'est fondamental pour la puissance géostratégique de la Russie. Les Occidentaux peuvent perdre la guerre en Syrie. Ils recommenceront ailleurs, c'est pas vital. Pour que vous compreniez pourquoi c'est vital, depuis que la Russie a décidé de devenir une grande puissance en Europe et en Méditerranée, je vous parle là de l'époque de l'impératrice Catherine la Grande, dont on est à l'époque, la fin du XVIIIe siècle, on est à l'époque de la Révolution française. Ils se sont lancés à la libération des Balkans de l'Empire turc. Ils ont aidé notamment à aider à la libération de pays comme la Bulgarie, comme la Roumanie, et ils se sont emparés à l'époque de la Crimée, d'une partie de l'Ukraine, qui étaient des provinces russes. Ils ont établi la grande base navale de Sébastopol. Sébastopol, c'est fondamental parce que c'est ce qui permet aux Russes de contrôler la mer Noire, c'est-à-dire qui est une mer intérieure pour eux, et d'accéder à la Méditerranée. Mais tout ceci n'a pas de sens si la Russie n'a pas une grande base militaire dans ce qu'on appelait à l'époque de Catherine la Grande le Levant, qu'on appelle aujourd'hui le Liban et la Syrie. Cette base, c'est Tartous, et donc géostratégiquement, il y a un axe stratégique entre Sébastopol et Tartous, et la Russie ne peut perdre aucun des deux. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que les Russes ne sont pas des idiots. La guerre en Syrie, c'est une guerre qu'on appelle périphérique. C'est une guerre, en fait, qui est menée pour isoler la Russie. C'est la théorie géopolitique des géostratèges anglo-saxons comme Spike, Mahon et Mackinder, c'est-à-dire que la Syrie fait partie de ce qu'ils appellent le Rimland, c'est l'anneau des pays maritimes. Le cœur du monde, c'est le Heartland, c'était l'Union soviétique, c'est la Russie, c'était déjà la Russie au 19e siècle. Il s'agit de prendre le contrôle du Rimland pour isoler le Heartland et puis le démembrer. On sait ça à Moscou. C'est la conjoncture classique de la géopolitique anglo-saxonne et de la défense russe qui y répond. À partir de ce moment-là, ils savent que la guerre qui est menée en Syrie, comme la guerre qui était menée avant en Libye, comme la guerre qui est menée dans le Caucase, c'est une guerre contre la Russie. Si Damas tombe, cela veut dire au mieux un pays instable comme l'Irak, au pire un très grand califat établi sur une partie de l'Irak et de la Syrie. L'objectif suivant, on le sait, c'est le Caucase russe. Il y a déjà, il y a quelques semaines maintenant, les djihadistes du Caucase, ce qu'on appelait l'émirat du Caucase, ont fait allégeance à Daesh. Il y a depuis 20 ans une guerre terroriste en Russie qui est menée par ces djihadistes qui sont appuyés par les Américains et l'OTAN. Lorsque vous avez eu la grande attaque contre l'école de Beslan dans le Caucase russe il y a quelques années, eh bien, le site internet de l'organisation djihadiste qui a fait ce massacre épouvantable, il était situé à Vilnius, dans les Pays-Bas,
qui est un des bons élèves de l'OTAN. À partir de ce moment-là, la Russie était obligée d'intervenir. Elle était également obligée d'intervenir pour la même raison. C'est pour ça que les intérêts russes n'ont pas été lâchés, évidemment, en Ukraine, ou que la Russie a repris la Crimée. Si je ne comprends pas bien ce petit détail. Est-ce que la Russie avait des camps militaires en Syrie? Elle n'en avait pas. C'est-à-dire que la Russie a une grande base navale à Tartous, près de Latakia. C'est une base qui sert à recevoir des navires qui viennent faire le plein de gasoil, qui viennent refaire le plein d'armement, et elle avait des instructeurs. Depuis, moi je vous parle sans langue de bois, parce qu'il y a une tendance aux Russes à dire nous n'avions rien, et une tendance des Américains à dire ils avaient tout. Depuis certainement 2013, la réorganisation de l'armée syrienne avec l'aide du Hezbollah, il y a des fournitures d'armes, ce qu'on appelle à flux tendu, ça veut dire qu'il y a des ponts aériens. L'armée syrienne n'a jamais manqué d'armement, n'a jamais manqué de pièces de rechange. Elle a pu maintenir sa capacité en avion, en hélicoptère, en blindé, mais il n'y avait pas de troupes. L'histoire de camps militaires, etc., ce n'était pas vrai. Depuis maintenant 15 jours, ça commence d'ailleurs à être révélé par les Russes eux-mêmes. Vous aviez ce matin sur le site de Sputnik International en anglais, qui est l'ancienne radio d'État, Radio Moscou, qui a changé de nom au début de cette année, eh bien, Sputnik montre des photos des soldats russes en Syrie. Il y a donc des bases militaires syriennes qui sont occupées en partie par du personnel russe. Il y a des avions qui sont arrivés. Il y a eu des incidents aériens de plus en plus nombreux. Il y en a eu un ce matin d'ailleurs sur la frontière de la Turquie. L'un des buts également de la Russie, il est clair et net. Vous devez oublier tout le cirque diplomatique à l'ONU, les conférences de Paris, etc., où les Russes parlent de nos partenaires, nos amis. Ils ne sont pas amis, ils sont adversaires. Sur le cadre du dossier syrien, c'est clair et net, les objectifs sont totalement divergents. Et la Russie ici, elle a forcé les choses. C'est-à-dire que la présence de troupes, mais aussi d'avions russes, dans le ciel notamment de Damas, ne permet plus du tout aux Américains ou aux Turcs ou aux Jordaniens de venir bombarder la Syrie. Même pas aux Israéliens, qui apparemment ont reçu des avertissements. C'est une sécurité pour le gouvernement de Damas. C'est un choix, mais ce choix, évidemment, n'était pas possible autrement, comme je vous l'ai expliqué. Le combat pour la Syrie, c'est-à-dire est vital pour la Russie, et une victoire russe en Syrie impose le maintien du gouvernement de Damas au pouvoir, même si c'est associé à certaines forces de l'opposition, ce que n'a jamais refusé Bachar el-Assad. Vous savez qu'en 2011-2012, par exemple, 2 des 5 partis communistes syriens, parce qu'il y en a 5, suivant les fractures idéologiques, 2 de ces partis avaient rejoint le gouvernement d'union nationale syrien. Moi, j'ai mené une mission en juin 2013 à Syrie, avec des parlementaires belges. J'ai été reçu au Parlement par la présidente de la Commission des Affaires étrangères, et nous avons rencontré des représentants de 12 partis politiques. Il y avait dans ces 12 partis 7 partis d'opposition. Tout le monde était d'accord sur le fait que Bachar el-Assad était le seul capable de maintenir l'indépendance et de maintenir en état de fonctionnement l'État syrien. Les Russes le savent, et donc la mauvaise expérience de la Syrie, de la Libye, excusez-moi, qui est due à une erreur d'appréciation de ce qui était à l'époque le président Medvedev. Ce n'était plus Poutine qui dirigeait directement les affaires étrangères. Ça a été une catastrophe pour les Russes. La perte de la Libye a développé le djihadisme, mais vous savez qu'en 2013, Kadhafi s'était rendu, avait rencontré Poutine à Moscou en 2009. Il y avait un accord pour faire une base russe précisément à Benghazi. Elle aurait dû s'ouvrir en 2013. Au lieu de ça, ils ont Daesh, ils ont un régime instable, ils ont 2 gouvernements dont un islamiste. Les Russes ont compris qu'ils s'étaient fait rouler aux Nations Unies, et ça n'arrivera plus. Ça, je vous dis, c'est pas uniquement mon avis, c'est l'appréciation générale. Les Russes ne sont pas des gens qu'on roule 2 fois. Pensez-vous que la Russie nous donnera comme cadeau de Noël l'effondrement de Daesh et comme cadeau pour le Nouvel An la fin de la guerre en Syrie?
Je vais vous dire, vous êtes un peu trop rapide. Parce que, vous savez, on a deux versions dans ceci. On a la version des géostratèges occidentaux. Certains hommes politiques, comme Cameron en Grande-Bretagne, le patron de Stratford, qui est le principal think tank géopolitique américain, George Friedman, tous ces gens disent, voilà, nous avons fait des erreurs, c'est facile, ils font des erreurs sans arrêt depuis 30 ans volontaires, et il va falloir plusieurs décennies pour réduire Daesh. Ça, c'est l'opinion occidentale, d'autant plus que l'ennemi principal de ces gens, c'est Bachar el-Assad, je le répète, qui est le rempart contre la déferlante islamiste sur l'ensemble du Proche-Orient. Il y a les Russes, eux, qui mènent une politique de frappe efficace, parce qu'ils veulent vraiment détruire Daesh, mais il ne faut pas espérer en 2-3 mois. Moi, je pense qu'on peut réduire Daesh, en tout cas, en 2 ou 3 ans. C'est une campagne de très longue haleine, et il faut savoir que la caractéristique de ces mouvements djihadistes, c'est qu'ils sont ce qu'on appelle protéiformes. C'est-à-dire que ce sont des mouvements qui ont été des réseaux terroristes, ils sont devenus des guérillas, ils ont pratiqué la guerre asymétrique, et puis, avec la proclamation du califat de Daesh, ils sont devenus un état de facto, avec des brigades mécanisées, avec l'utilisation, on ne le dit pas, mais d'hélicoptères, par exemple, en Irak. Et donc, tout ça fait que cette armée a changé. Daesh a maintenant des forces spéciales, elle a des services secrets. Tout ça est expliqué dans un livre excellent qui est paru à Paris chez Stock de Samuel Laurent, qui s'appelle l'État islamique. Il explique tout ça, les forces spéciales, les services secrets. Cela veut dire que Daesh, s'il y avait une pression militaire extrêmement forte, repartirait au stade de la guérilla. On a l'exemple précisément dont nous parlions au début de cet entretien, qui est celui des talibans. Les talibans, ça a été une guérilla, qui a été des brigades, ils sont devenus l'État Afghanistan pendant plusieurs années, puis ils se sont de nouveau redevenus des réseaux terroristes et des guérillas, et maintenant les talibans sont de nouveau des armées organisées. On risque de voir la même chose avec Daesh. Ça va dépendre évidemment de beaucoup de choses. Les conditions pour écraser Daesh, elles sont assez simples. Moi, je ne crois pas à un front uni, évidemment, des Occidentaux, de la Russie et de l'Iran, parce que les agendas géopolitiques sont opposés, justement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il faudrait que les Occidentaux se retirent, ou qu'on les fasse se retirer de ce théâtre. Il faut tout d'abord une victoire militaire claire et nette, suivie d'une ouverture politique du gouvernement de Bachar el-Assad. Et je pense que le dernier stade du combat, ce sera dans les zones du Kurdistan irakien et syrien, et en Irak lui-même. Ça va dépendre aussi de la volonté de votre gouvernement, évidemment, d'intervenir lui aussi, puisque Téhéran est l'un des acteurs majeurs de cet axe qui est maintenant un axe non plus Hezbollah, Damas, Téhéran, mais Hezbollah, Damas, Téhéran, Moscou. Vous savez que Pékin soutient les frappes russes, que Pékin soutient le gouvernement de Bachar el-Assad. Un porte-avions chinois est en route pour la Méditerranée actuellement. Il va probablement aller appuyer les frappes russes. Ça va dépendre de la capacité, évidemment, de votre pays à s'impliquer encore plus dans le conflit. Mais c'est pour ça que les Occidentaux ont ouvert un front de diversion, c'est le Yémen. C'est-à-dire que tant que la guerre existera au Yémen, la capacité d'action de votre pays en Syrie restera limitée. On est dans un jeu complexe. Vous savez qu'au XIXe siècle, il y avait ce qu'on appelait le grand jeu. C'était la compétition géopolitique entre l'Empire britannique et l'Empire tsariste russe pour le contrôle de l'Afghanistan et de l'Asie centrale. Moi, j'ai appelé ce qui se passe actuellement le nouveau grand jeu. C'est la même chose. Simplement, au lieu d'avoir 2 participants comme au XIXe siècle, ou 3 quand l'Allemagne s'y est jointe au XIXe siècle, nous avons une immense masse, évidemment, avec plusieurs pays, avec plusieurs problèmes, et là on ne sait rien faire contre.